l'Himalaya avec l'intention de faire un 8000 est une suite logique après 25 années d'alpinisme qui m'ont amené des sommets des Alpes à ceux d'Amérique du Sud et une mémorable nuit passée au sommet du Kilimandjaro. Le Cho-Oyu est un sommet culminant à 8201 mètres d'altitude dans l'Himalaya, à la frontière entre le Tibet, en Chine, et le Népal. Il constitue le 6e sommet le plus élevé du monde. Son ascension se fait côté tibétain. La première a été réussie par 3 valeureux alpinistes, le 19 octobre 1954, un an et demi après celle de l'Everest, située à moins de 30 km, par Herbert Tichy, Joseph Jöchler et Pasang Dawa Lama. Frédéric a organisé son expédition appelée Cho-Oyu Expédition 2024 pour son premier 8000. À partir du dernier checkpoint chinois, les membres de l'expédition devront marcher jusqu'au camp de base avancé situé à 5700 mètres d'altitude. Ensuite, il y aura les camps 1, 2 et 3 qui permettent d'accéder au sommet. Arrivé sur le plateau sommital, Frédéric pourra voir tous les sommets népalais, cachés par la montagne jusque-là, notamment l'Everest. Le déroulement de l'expédition commence par un séjour à Katmandou, estimé à 4 jours. Le temps d'obtenir le visa chinois, qui permet d'entrer au Tibet, puisque cette démarche n'est pas possible depuis la France. Elle se fait en confiant son passeport à l'ambassade de Chine une fois à Katmandou. Le transport est prévu en voiture jusqu'à la frontière, puis jusqu'au dernier checkpoint chinois, ce qui doit prendre 8 jours. Là commence la marche. Il est prévu d'arriver au camp de base avancé le 13e jour. L'acclimatation se fait en dents de scie. Faire du portage et installer le camp 1, puis redescendre. Monter s'installer quelques jours au camp 1, durant lesquels il fera du portage pour installer le camp 2 et redescendre au camp de base. Remonter au camp 1 et 2 pour aller installer le camp 3. Puis redescendre se reposer au camp de base avant le summit push, où les camps 1, 2 et 3 s'enchaînent pour un départ dans la nuit vers le sommet. Cette progression permet 6 jours de réserve en cas d'imprévu, notamment de mauvais temps, pour attendre la bonne fenêtre météo. Cette courbe montre ce qui se passe à propos de la puissance maximum disponible à un alpiniste en fonction de l'altitude, et pourquoi il est de plus en plus difficile d'atteindre les hautes altitudes. À basse altitude, on dispose de 100% de notre puissance. À 5000 mètres, altitude du Mont Blanc, un alpiniste bien acclimaté n'a plus à disposition que 75% de sa puissance. À 6000 mètres, où Frédéric a plusieurs sommets à son actif et plusieurs nuits passées à cette altitude, la puissance disponible tombe à 68%. À 7000 mètres, comme quand il était au sommet de l'Aconcagua, on n'a plus que 55% de sa puissance. Et à 8200 mètres, au sommet du Cho-Oyu, la pression atmosphérique baisse encore et sans oxygène additionnel, la puissance chute de 15 points, pour arriver à 40% seulement de la puissance initiale. Il faut pouvoir délivrer le meilleur de soi-même, parce qu'à 8000 mètres, être capable d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, en étant lucide pour prendre les bonnes décisions, peut être vital. Pour cela, Frédéric a décidé de s'entraîner avec 2 objectifs. Le premier consiste à augmenter sa puissance maximale et son endurance. Le deuxième objectif est de partir en étant déjà préacclimaté pour gagner du temps, et que l'acclimatation sur place permette d'aller encore plus loin dans la tolérance à la faible pression atmosphérique. Frédéric a commencé son entraînement en puissance et endurance en février, 7 mois avant le départ. Son entraînement était basé sur du portage de charge tous les jours. De la course à pied, en adaptant la distance parcourue progressivement pour ne pas se blesser avec les chocs répétés. Du vélo avec des sorties de 100 km. Et principalement monter des marches d'escalier en enchaînant des pas normaux, des pas latéraux à droite, des marches 2 par 2
des pas latéraux à gauche, et ainsi de suite sur des séances d'un peu plus de 2 heures et 2000 mètres de dénivelé. Il se contraint à ne jamais abandonner l'objectif fixé, même quand il était dans le dur sur la fin. Deuxième pilier de son entraînement, de la natation avec palme et tuba pour forcer son corps à mieux utiliser un débit d'air réduit. Dans chacune de ces catégories, Frédéric se bat contre lui-même pour tenir, et tenir encore, sans baisser de rythme, avec des charges, des dénivelés, des distances en piscine de plus en plus importants. À 3 mois du départ, les progrès sont sensibles. Le 19 juin, une mesure de VO2 max dans un laboratoire du sport permet de chiffrer l'évolution obtenue. Et de passer à la deuxième phase de l'entraînement, celle qui consiste à s'entraîner en hypoxie. Pendant 5 semaines, Frédéric dormira dans une tente hypoxique, alimentée avec un air appauvri en oxygène, pour simuler des altitudes jusqu'à 4000 mètres. 2 fois par semaine, il y aura des séances sur Home Trainer, avec des cibles de saturation d'oxygène dans le sang de plus en plus basses, pour forcer son corps à produire des globules rouges. Ceci se fait en plus de tous les autres entraînements de la phase 1, qui continuent en parallèle. Puis vient le moment de préparer les sacs pour 45 jours d'expédition. Au moment de quitter Christelle, une fois de plus, j'ai été déchiré entre la vie familiale et l'aventure. Une fois de plus, l'aventure avait gagné. Escale à Doha. Du hublot de l'avion, on voit les 8000 dépasser de la mer de nuages. Je suis arrivé hier et donc voilà l'hôtel. Il est situé au cœur du quartier de Thamel où il y a des centaines de magasins d'articles de montagne. En attendant son visa chinois, Frédéric visite Katmandou et ses environs. Aujourd'hui, on est mardi 10 septembre. On devrait être en route pour la frontière chinoise depuis ce matin. Mais toujours pas de visa. Alors à partir de maintenant, chaque jour qui passe sera pris sur les jours de sécurité destinés à attendre la bonne fenêtre météo pour le sommet, ce qui peut compromettre nos chances. Pour éviter ça, au lieu d'y aller en voiture, on ira en hélico. En attendant, je continue de visiter Katmandou. Le Monkey Temple. Ici, les gens se font incinérer en présence de leur famille. La tradition veut qu'on fasse savoir à la rivière qu'un de ses fils est mort
en lui baignant les pieds. Ben voilà, on est mercredi 11 septembre. J'ai eu l'info hier qu'on devrait avoir le visage chinois demain. Demain, fin d'après-midi. C'était prévu le matin, donc ce sera que l'après-midi, ce qui fait que le vol en hélico est reporté et on volera vendredi matin. La visite de Bactapouan. Bon, alors on est le 12 septembre. On est le 12 septembre et je viens d'avoir l'info à 15h46 exactement de la part de Dawa Sherpa qui vient de recevoir mon passeport avec le visa chinois. Donc très bonne nouvelle, ça va enfin pouvoir commencer. L'hélico est prévu demain, décollage entre 7h et 7h30. Okay, good. Thank you. L'hélicoptère repart et on rejoint le poste frontière en 4x4 sur une piste détrempée. Une fois la frontière passée, la route chinoise est un billard. Plus rien à voir avec les pistes népalaises. Kairong en Chine, 2800 mètres d'altitude. Aujourd'hui on reprend la voiture, on va jusqu'à Tingri, 4350 mètres. Bon step d'altitude et là-bas on fera l'escalade de quelques montagnes jusqu'à 5000 pour bien s'acclimater. On est en route vers Tingri. Alors voilà le convoi. Les gars d'Aventure Consultant. Et nous. Reste encore 3 heures de route. On arrive à Tingri où sans rien demander, j'ai la chambre 8201. Très bon présage. Au repas du soir, toutes les expéditions autres que chinoises sont là. Pendant que Kumare, notre cuisinier, fait ses achats, nous avec Andrew et Thomas, on monte à l'Everest Temple. Thomas, à gauche, polonais de 56 ans, a fait le Manaslu en 2022. Andrew, à droite, 41 ans, canadien de Vancouver, a fait l'Everest en 2023. Avec mes 57 ans, je suis le doyen de tous les membres de l'expédition. Il manque Chital, une jeune alpiniste indienne de 29 ans qui n'a toujours pas obtenu son visa chinois et qui nous rejoindra plus tard. Face au temple, la colline qu'on va gravir cet après-midi. Et à l'opposé, un quartier tout neuf autour de l'administration chinoise.
« 4922 mètres, un peu plus haut que l'altitude du Mont Blanc. » Lundi 16 septembre, on est parti de Tingri en début d'après-midi et 35 minutes après, on est au camp de base chinois. Voilà à quoi ça ressemble le camp de base chinois. Des tentes à côté de la route. Rien d'exceptionnel. La pression atmosphérique a bien baissé depuis Katmandou. 560 millibars ici. Frédéric profite de l'après-midi pour une montée d'acclimatation en dépassant les 5000 mètres. Le lendemain tôt le matin, il recommence. Le matériel est chargé sur ces 2 camions. Pendant que nous on marchait, les camions sont venus jusqu'ici. Et là, ils sont en train de charger tout sur les yaks. Il y a 40 yaks. Sacrée expédition. 40 yaks pour monter tout à l'Advanced Base Camp. Bon, nous on a marché là. On est à 5534 mètres. 4 km 18. 1 heure de marche. Cool. J'ai jamais dépassé le seuil 1 de mon rythme cardiaque. Ils ont un sacré boulot à tout charger là. Bon ben voilà, 17 septembre à 16h. On vient d'arriver à l'ABC. D'ici peu, il y aura des pentes partout. Voilà, le Shoyu en face là-bas. Un peu dans les nuages. Mercredi 18 septembre, on est installé à l'ABC. Alors la très bonne nouvelle, c'est qu'on a une météo exceptionnelle. Pas de vent. Et voilà la vue que j'ai de ma tente. Avec le Shoyu là-haut. Pas un seul nuage dans le ciel. Des conditions vraiment parfaites aujourd'hui. Bon, alors la mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que les Chinois ont décidé que l'utilisation de l'oxygène serait obligatoire à partir de 7000 mètres. Et pas moyen de contourner ça. Donc ça contrarie mes plans parce que moi j'avais prévu de au moins le tenter sans oxygène. Avoir l'oxygène dans le sac au cas où. Et je me suis entraîné beaucoup pour ça. Et là, à partir du camp 2, ça veut dire qu'on sera obligé d'utiliser l'oxygène. Bon. On va laisser un peu décanter la situation et on va voir ce que ça va donner. Dans la nuit, il a fait -4 dans la tente, donc environ -10 dehors. Vraiment, pour l'instant, d'un point de vue météo, tout se passe très bien. Incredible food that we have on ABC. Very, very good. Good food. And all the team. All the team. Hello, Frédéric. Je vous montre, là c'est la cuisine. Et là, c'est le stock de nourriture. Stock de nourriture assez incroyable quand même. Mais bon, faut manger pendant un mois ici. Hein. Donc faut du stock. Et là c'est la prise d'eau. Alors voilà, aujourd'hui jour de repos, et j'en ai profité pour tout installer dans la nouvelle tente isolée. Et donc voilà, les petits coins, rangement de tous les habits, le lit, l'oreiller, la partie électronique, toute la partie nutrition. Et voilà, on a fait le tour. Il fait très bon dans cette tente
par rapport à ce qu'il faisait dans l'autre, on sent nettement l'isolation. Et là, c'est tout le matériel d'alpinisme, tout ce qui va être monté dans les camps supérieurs. L'après-midi, Frédéric monte au-dessus du camp pour dépasser les 5800 mètres. Jeudi matin, donc le Shouyu, le ciel est un peu moins bleu pur qu'hier. Et puis là, c'est toutes les montagnes autour, avec en face une superbe montagne qui ressemble un peu à l'Alpamayo. Hier, je suis monté sur cette moraine là. Toute la journée, c'est le défilé des yaks des autres expéditions qui installent leur camp un peu plus loin. Avec Thomas, on va voir, puis on monte plus haut pour continuer notre acclimatation. Thomas from Poland. Hello. As we can go to the mountain for training, we train here. 5'9", almost 5'9". Here is the Choyu. And below, the top space camp. Très beau aujourd'hui. Depuis qu'on est arrivé, il fait toujours très beau. On a beaucoup de chance. Avant de mettre un seul pied sur la montagne, il y a un autre sommet à franchir. Celui du respect, de la tradition, de l'esprit du lieu. La puja n'est pas un simple rituel. C'est une demande de permission. Une prière pour la sécurité. Un lien invisible tissé entre les alpinistes, les Sherpas et la montagne elle-même. L'Akpa Sherpa officie. Il bénit les cordes, les crampons, les sacs. L'encens brûle. Les drapeaux de prière sont tendus. La puja ne garantit pas le sommet. Elle rappelle que l'humilité est de mise et qu'avant d'affronter la montagne, il faut d'abord lui dire bonjour. Notre équipe de Sherpa qui part pour installer les camps 1 et 2. Good luck. Thank you. Finalement, ils ont dû se retourner au bout de 30 minutes parce qu'ils n'y voyaient rien. Demain, on ira tous au camp 1, puis on ira installer le camp 2. Première montée au camp 1. Voilà, on remonte la moraine. Et donc on va de drapeau en drapeau. C'est le but, c'est un jeu de piste. Finalement, on avait fait ce chemin 2 jours avant. Le fait qu'il ait neigé entre temps, c'est pas trop contraignant finalement. Voilà à quoi ça ressemble. Là on a le glacier en face. Et puis les copains qui arrivent, que j'attends un petit peu. Voilà. Bon, on se fait une petite pause pour resserrer un peu le groupe. Voilà, on s'est fait prendre par la neige. La neige qui tombe là maintenant. Mais bon, c'est bien, la température est agréable, tout va bien. Bon ben voilà, on est dans la Killer Slope depuis un petit moment. 6000 mètres. Et bien 6000 mètres, c'est un poil plus haut que l'altitude du Kili ou du Cotopaxi. Première fois qu'on prend 6000 mètres. Voilà en dessous toute la moraine qu'on a traversée, mais on voit pas grand chose. On voit pas grand chose parce que il neigeote. Bon, ben ça va bien, je monte bien. Ça fait
2h44 qu'on est parti du camp. Sachant qu'avec cette neige, c'est pas forcément idéal pour faire un temps parce que dans toute la remontée de la moraine, c'était quand même assez glissant, hein, donc il a fallu faire attention. Et puis là, il y a la Killer Slope qui continue jusqu'au camp 1, 6400 mètres. Donc voilà, on va s'y attaquer. Et ben voilà le camp 1. Le camp 1. Voilà, 4h35 minutes pour arriver là. Bon, c'est pas trop mal. Poisson, on prépare la soupe. Et puis après, je crois qu'on va dormir. Parce que demain, on a quand même une longue journée. Monter au camp 2, une étape importante. Jusqu'à 7100 mètres. Pour monter au camp 2, il y a une première difficulté, l'Icefall. Puis une deuxième, plus longue et à plus haute altitude, avant d'arriver. Camp 1. Lever de soleil sur les montagnes environnantes. Les réchauds qui commencent à se mettre en route un peu partout là. Et puis la montée là, qui est exploitée par les Chinois en ce moment là, qui mène au camp 2. Splendide. On est entre le camp 1 et le camp 2. Et bien mon entraînement qui consistait à monter les marches est un super entraînement. Parce que c'est exactement ce qu'on fait. Voilà, avec Thomas, on est sur un bon rythme là. 200 mètres heure. Et puis, la météo est avec nous. Alors là, vraiment là, c'est super. Hein. Là, ce qui nous attend, il y a l'Icefall là. La montée à l'Icefall et le camp 2 qui est juste un peu au-dessus. Alors nous voilà au sommet de l'Icefall. Toujours avec Thomas. Sommet Icefall. Et donc en dessous là, on voit sur la gauche le camp 1 qu'on a quitté il y a 2h10. Et tout au fond sur la droite, le camp de base avancé. On est arrivé il y a un petit moment. Hein. Et voilà l'altitude. 6008. 6008, 2h10 pour faire 0,8 km. 400 mètres de dénivelé en 2h10. Et la pente de l'Icefall ne dépend en dessous, là, mais en fait ça ressemble à ce qu'on a en face. Là. Donc ça se fait au Jumar. On est reparti, mais pas beaucoup plus haut. Parce que des membres de l'expédition chinoise qui installaient des cordes fixes un peu plus haut nous ont prévenu qu'ils redescendaient après avoir entendu des gros craquements et qui craignaient une avalanche. Alors on a fait demi-tour, on a laissé nos affaires à l'altitude au camp 1, puis on est redescendu à l'ABC. Dès le lendemain, la météo avait bien changé. On est mercredi 25, c'est 3h de l'après-midi. Comme vous pouvez voir, il fait mauvais temps, il neige. Ces jours-ci, il neigeait le matin, il faisait assez beau l'après-midi. Et là, il neige depuis ce matin, depuis cette nuit, sans arrêt. Le temps est complètement bouché. Il est prévu que ça s'arrange le 28. Donc là, on a 3 jours de mauvais temps devant nous là. Bon, là, les choses se sont un peu décantées en ce qui concerne 2 sujets. Le premier était le fait que le règlement ait changé en Chine et qu'on soit obligé de prendre l'oxygène à partir du camp 2. J'ai appelé le patron de en lui demandant mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Parce que ici, le sirdard ne peut pas prendre le risque parce qu'il prétend que ça compromettrait les permis futurs les années prochaines
si on était dénoncé à nous voir grimper sans ox? Première question. Deuxième question, le camp 3. Puisqu'on est obligé d'utiliser l'oxygène, eh bien on partira du camp 2. Le camp 3 n'est pas nécessaire. Ce avec quoi j'étais pas d'accord, parce que ça fait quand même une bonne estirade de passer du camp 2 à l'altitude du camp 3, ensuite faire le sommet, et redescendre jusqu'au camp 2 sans pouvoir se reposer à un camp 3 qui serait sur le chemin. Donc question posée à réponse, vous prenez l'oxygène avec vous et vous en faites ce que vous voulez. Décision prise en commun avec le patron de donc ça déjà c'est quelque chose qui est réglé. On pourra au moins tenter de faire le sommet sans oxygène si on veut. En ce qui concerne le camp 3, comme il était convenu avec qu'on aurait un camp 3, quand j'ai rappelé ce matin pour avoir les réponses, il y avait Pastemba qui était avec moi, et la réponse est, comme il est convenu qu'on avait un camp 3 et qu'on a tout ce qu'il faut pour faire le camp 3, eh ben on fera un camp 3. Donc on a expliqué ça en népalais à Pastemba, qui lui-même l'a expliqué à Galzen. Donc tout ça est rentré dans l'ordre. Bon alors là ça tourne à la tourmente de neige. Donc je suis venu me réfugier dans la cuisine. Cuisina Kumare Kitchen, qui nous cuisine des trucs incroyables avec ses deux collègues. Merci messieurs. Merci beaucoup. Oh, il arrive. This is kukuri, whiskey. Whiskey? Wow. For cooking? Yeah, For cooking or for drink? cooking. Ah. Il neige toujours et l'expédition chinoise a décidé de rentrer sur Tingri. Andrew part avec eux. On est le 27. Ça n'a pas arrêté de neiger. Alors il y a quand même un truc qui a changé cette nuit, c'est qu'il y avait du vent en plus. J'imagine à peine que ça doit être là-haut. Donc ça c'est quand même un gros problème. Déjà je sais pas dans quel état on va retrouver nos tentes au camp. Voilà. On n'est pas prêt de monter dans les camps supérieurs et à tous les coups les tentes du camp seront détruites. Samedi 28. le matin. Voilà, la météo s'arrange pas. Voilà un bon mètre de neige sur le camp. Thank you. Sherpa soup. Ah bah voilà une bonne soupe bien chaude. Alors sa soupe de Sherpa là, honnêtement je sais pas comment il fait ça, mais c'est excellent. Bon ben, on va essayer d'enlever un peu la neige autour de la tente, hein, parce que là on peut plus rentrer. Et puis si on va voir de l'autre côté, ça donne.
atteindre la fermeture éclair. On n'est pas prêt de partir hein, pour les camps d'altitude. Ben là, je vais pouvoir ouvrir la tête et faire un peu de sport. Voilà. Dimanche 29, et ben voilà. Voilà, ça y est. Je vais pas dire que le beau temps arrive, mais en tout cas, il neige plus. Ce matin, c'était parfaitement sans nuages. Là, il y a un tout petit peu de nuages qui arrivent. Mais bon, ça fait du bien au moral quand même. Hein. Ça fait du bien au moral. Bon, ce qu'il me faut maintenant, c'est dégager un peu la tente que j'avais fait hier matin. Et bien je vais continuer, je vais recommencer et ça me permettra d'accéder chez moi quand même un peu plus facilement qu'avec une marche de 50 cm d'épaisseur. Voilà le programme instantanément là. Et après j'en peux plus là de rester enfermé, je vais aller faire une balade à pied là, voir un peu comment ça se comporte. Bon ben voilà, bonne séance de pelletage. J'ai bien dégagé devant chez moi. Voilà, j'ai enlevé tout ça là. Et ça fait que maintenant, je peux rentrer chez moi sans avoir à franchir une marche descendante qui était quand même un peu pénible. Voilà, bonne séance de pelletage. J'ai quand même laissé quelques cartouches. Mais bon, ça fait de l'exercice, vu qu'on était coincé depuis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le 6e jour, ça fait un peu d'exercice, c'est bien. Et en attendant, ben, le Shōyu se dégage. Donc tout ça, c'est pas trop mal. Ici, il s'agit d'accéder au groupe électrogène. La météo prévoit du beau temps jusqu'au 7 octobre. Après, c'est à nouveau une longue période de mauvais temps qui est prévue. Ça nous laisse 8 jours pour faire le sommet. Avec les fortes chutes de neige qui se sont produites, il va falloir laisser la montagne se stabiliser pendant 3 jours. Et double peine, parce que les cordes fixes qui avaient déjà été installées ont été ensevelies. Il va falloir en réinstaller d'autres, ce qui prendra aussi 3 ou 4 jours avec la contribution de toutes les expéditions sur place. C'est une course contre la montre qui commence. La seule solution, c'est d'enchaîner les camps 1, 2 et le sommet. On verra au camp 2 si on peut faire un camp 3, mais c'est fortement compromis, pas sûr du tout qu'on ait le temps. Chital a enfin eu son visa chinois, elle vient d'arriver sur le camp. À 22 ans, c'était la première femme au sommet du Kanchenjunga. Elle a fait l'Everest à 24, l'Annapurna à 26. Là, à 29 ans, elle va tenter d'être la première femme indienne au sommet du Shōyu. Chital partira avec Fura pour sa première rotation au camp 1. Gelsen et Lakpa partiront en même temps pour aider à aller installer les nouvelles cordes. Avec Thomas, on laissera 2 jours d'avance à l'équipe en charge d'installer les nouvelles cordes avant de partir. 요즘도 가서 내서 다시 때는 좀 이거 저 거기는 저거 게는 여러 저 고신 인도 들었습니다. 다시 때는 좀 저거 왔습니다. 같이 번들이나 좀 너희는 말고 다 보면 그러셨습니다.
dernière photo de nous tous avant de partir avec Thomas. La même avec Andrew qui vient de remonter de Tingri. Bon, bah, c'est notre deuxième montée au camp 1. Normalement on redescend pas tant qu'on n'a pas au moins tenté le sommet. Et voilà, et comme il avait neigé entre temps, ben, le paysage est quand même pas mal changé, hein. Il y a de la neige partout. Au moins on n'a pas à chercher la trace. C'est facile, hein. Par contre marcher dans la neige, ça c'est beaucoup plus dur. Bon ben, on en chie un peu dans la main. Marcher là-dedans là. Obligé de rester dans les traces, sinon on s'enfonce jusqu'au genou. Mais bon, ça va faire. Ça va faire. C'est un peu brumeux là aujourd'hui, hein. Bon, je vais filmer un peu les copains. Thomas et Passang. La montée au camp là, sur la fin là, c'est quand même c'est dur, c'est dur. Ouf. C'est dur. Tiens, voilà mes copains en bas là. Et puis là on a quand même une vue magnifique, hein, sur le glacier. Voilà, avec la neige c'est raide. La tente du camp 1 a des arceaux pliés, mais pour une nuit, elle est utilisable. On a passé la nuit au camp 1, 10h40, et on va vers le camp 2. Voilà, c'est parti. La montée au camp 2, mais sans marche, on est obligé de faire les marches nous-mêmes souvent. Beaucoup plus difficile, et puis il y a beaucoup plus de vent. Donc on n'est pas du tout sur la même moyenne. Voilà les conditions pour monter au camp 2. En fait la neige c'est une poudreuse et le vent efface toutes les traces en, ce qui fait que on patine dans la semoule si on essaye de monter dans les traces, les pseudo-traces qu'on voit. Et donc ben, on monte au Jumar. On monte au Jumar depuis un bon moment. Et c'est long et c'est épuisant. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, toujours dans la montée au camp 2 là. Bon, la vue commence à être pas mal. Je fais une pause là parce que jusque là on monte encore au Jumar et vous voyez les seules traces qu'on voit c'est les miennes. Alors pourquoi je fais une pause ici? Eh bien je fais une pause ici parce que si je prends mon GPS, alors je vais essayer de vous faire voir. Voilà mon GPS, il dit 7043 mètres. Donc c'est le point le plus haut que j'ai atteint jusque là. La Concagua 6962. Le temps 5h23. 5h23. Et voilà, il manque encore une centaine de mètres pour arriver au camp. Là-bas, le point rouge qu'on voit, et ben c'est Thomas. Voilà le camp 2. « 6h23 pour venir là. Ça fait quand même 2 journées coup sur coup à plus de 6 heures. À cette altitude, les couleurs du coucher de soleil sont magiques. Le
camp 2 n'ayant pas pu être installé avant, on avait beaucoup de matériel à monter. Il a fallu faire des choix et on n'a pas pu porter de tente. Il était convenu qu'on pourrait squatter une tente de l'expé chinoise en attendant qu'ils arrivent. On abandonne donc l'idée de faire un camp 3 par manque de cette tente. Normalement, on a une petite journée pour faire les 300 mètres de dénivelé et s'installer au camp 3. De là, il reste 750 mètres de dénivelé jusqu'au sommet. Partir du camp 2 change la donne, 1050 mètres de dénivelé d'un seul coup. Bon, alors voilà à quoi ressemble le camp 2 là, aujourd'hui. Beaucoup de vent, beaucoup de vent, ce qui efface les traces. Ce qui fait que chaque fois qu'on pose le pied par terre, on est obligé de faire sa propre trace. Autrement dit, monter là-haut, c'est l'enfer. Donc ça conduit un peu à un rapport de force avec mon Sherpa, qui avait décidé d'un commun accord avec lui-même tout seul, qu'on ferait le summit push cette nuit. Thomas a essayé de monter là, la pente, on voit même plus les traces. On voit même plus les traces. Je dis que c'est l'enfer parce que là on fait sa trace et avec la vitesse du vent, tout simplement on n'arrive plus à respirer quoi. Donc on attend des nouvelles de la météo ce soir là, par la radio. Apparemment aujourd'hui on est le 5, le 7, 8, 9, ça serait beau. Donc on va voir un peu ce qui se décide. Voilà les nouvelles d'ici du camp 2 à 7100 mètres. Voilà le repas. Il y a un peu de vent dehors. Hein, il y a un peu de vent dehors. Normalement ça devrait baisser. Bon, on l'espère. On espère que ça va baisser. En tout cas, this is Tanji Sherpa, my new friend. We met in Choyu. Yeah. Camp 2. Yesterday. Yeah. He is a cousin of Tandy Sherpa, who we met in Dijon last year. Yeah. Yeah. Bon ben voilà le camp 2. Le camp 2 avec beaucoup de personnes qui arrivent. Ce sont mes putsch ce soir. Et donc ce sera la même chose pour beaucoup de gens. Avec une vue qui s'est nettement améliorée depuis hier. Là on a... Hier il y avait des nuages. Aujourd'hui ils se sont quand même bien dissipés. Voilà. Voilà donc à quoi ça ressemble. Avec le sommet là-haut. 1100 mètres plus haut. Voilà. Normalement le vent doit s'arrêter là. Ce qui nous permettrait de faire l'ascension cette nuit dans de meilleures conditions. En milieu d'après-midi, l'expédition chinoise arrive, ce qui veut dire qu'on doit leur rendre leur tente. Je suis hébergé dans la tente de Tanji Sherpa et ses collègues de Madison Mountaineering. Le départ est prévu à 1h30. On va être serrés comme des sardines. La question de l'oxygène est alors un dilemme. Sans oxygène, c'est prendre un risque important de ne pas faire le sommet. Je vais voir Thomas dans sa tente. Après avoir fait sa tentative de monter jusqu'à l'altitude du camp 3 hier, lui n'hésite pas, il prendra l'oxygène. Alors pour mettre toutes les chances de mon côté, moi je prendrai une bouteille en mettant un débit faible pour qu'elle dure jusqu'au sommet. Après 9h26 de marche, voilà l'arrivée au Choyu. D'ici on voit très bien l'Everest. J'arrive au sommet à 10h30 heure chinoise, 4h30 du matin heure française. Un mois jour pour jour après mon arrivée à Katmandou. Juste quand je partais à Roissy, va jusqu'au bout de ton rêve.
Et ben voilà, merci Christelle, j'y suis aujourd'hui. Et puis je voudrais remercier aussi deux médecins, le docteur Dupuis qui m'a fait un tendon d'Achille gauche tout neuf et sans lequel je ne pourrais pas être là, et le docteur Kowarski qui lui m'a fait un retour veineux à ma jambe droite tout neuf aussi. Donc sans ces deux médecins je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Après 48 minutes au sommet, j'attaque ma descente sans oxygène. Sur le plateau sommital, je croise Thomas qui arrive. Il a fait le sommet 1 heure après moi. Alors au-dessus de moi le dôme qui descend du sommet. Alors, à droite le camp 2, à gauche le camp 1, et en bas à droite du glacier, l'Advanced Base Camp. Voilà, voilà de vue d'ici, tous les camps et les montagnes environnantes. Ben là c'est le retour du camp 2 au camp 1. Je suis à 1 km de du camp 1. Voilà le camp 1. C'est arrivé là, 6h du soir. Il y en a qui arrivent encore. Bon, là maintenant, plus aucune difficulté technique pour rentrer à l'ABC, ce qu'on fera demain matin. Quand on abandonne le camp pour rentrer sur Tingri le 10 octobre, c'est fini, la fenêtre météo est passée. Toute la neige qui est tombée en altitude était de la pluie plus bas. Aussi la piste pour rentrer sur Katmandou n'est plus praticable. La solution est d'aller prendre un avion à Lhasa qui est à 640 km, 14 heures de voiture. Trajet qu'on a fait en convoi avec les expéditions qui étaient sur le Shisha Pangma. On en a profité pour visiter le Potala, ancienne résidence d'hiver du Dalai Lama qui domine Lhasa. Construit au XVIIe siècle, il témoigne du rôle politique et spirituel du bouddhisme tibétain. Visite aussi du Jokang Temple, au cœur de la ville. Fondé au 7e siècle, c'est le site le plus sacré du bouddhisme. Il attire chaque jour des centaines de pèlerins. En face le Shoyu, un peu plus à droite l'Everest, et celui qui est très à droite là-bas, le Makalu. Frédéric a fait son premier 8000, une page se tourne. Everybody, I hope that you guys go after what you want, and yeah, just go after it. I hope that you achieve whatever you want. Cheers, a frozen beer on top of the world. Woo! So, cheers everybody from 8,201 meters, Choyu Summit!